Nouveau rendez-vous d'information. Bonsoir à toutes et à tous. Voici le sommaire de ce soir. Reprise du dialogue politique, cette nouvelle phase sera consacrée à la finalisation des travaux du code électoral. À la primature ce jeudi, le Premier ministre s'est entretenu avec les partis politiques et groupements de partis politiques. Le point de la session dans ce journal. Découverte mardi dernier du corps sans vie d'un passager clandestin dans le puits de train d'atterrissage d'un vol d'Air France en provenance d'Abidjan par les services de piste de la compagnie à Paris. Le ministre des Transports ivoirien, présent ce jour à l'aéroport, Félix Houphouët-Boigny, annonce des mesures, notamment le renforcement des capacités de tous les agents de sécurité de l'aéroport. Et puis perturbation dans la production et la distribution d'eau potable de l'usine de traitement d'eau potable de Songron qui alimente plusieurs quartiers des communes d'Abobo et Agnama. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, ce jeudi a fait l'état des lieux. Des solutions pérennes sont envisagées. Bienvenue dans ce 23h. L'année électorale entamée, avec elle se poursuit le processus électoral déjà engagé, lui, depuis 2019. Après la première phase qui a permis la mise en place de la commission électorale indépendante, ce jeudi s'est ouvert à la primature la seconde phase du dialogue politique consacrée cette fois à la finalisation des travaux relatifs au code électoral. Le Premier ministre s'est entretenu à cette occasion avec les partis politiques et groupements de partis politiques. Le point avec Alexis Ouetraogo. Comme annoncé par le chef de l'État ivoirien, ce jeudi, à la primature, le dialogue politique reprend dans une ambiance bon enfant. À 9 mois et quelques jours des échéances électorales, le sujet de l'encadrement des élections est sur la table des discussions, avec pour cette étape les acteurs politiques, partis et groupements. Il y a un ensemble de questions, une dizaine au total, que nous allons discuter avec le gouvernement. Que les conditions qui touchent à l'organisation pratique des élections soient améliorées et consolident la transparence du processus électoral. Le Premier ministre nous a donné le point, entre autres le code électoral. Donc nous avons noté les points. Aucune question doit être tabou. Discutons de tout pour parvenir à des vraies élections conclusives. Je pense que c'est une avancée majeure parce qu'il y a une adhésion de l'ensemble des partis politiques. Et d'ailleurs, nous en sortons avec déjà une date qui nous a été indiquée, c'est le mercredi 15 à 15 h pour la prochaine réunion. En 2019, le dialogue ouvert avait permis à son terme de sortir le texte portant recomposition de la CEI, des acquis qui aujourd'hui ouvrent une nouvelle phase. Pour l'heure, les partis politiques et groupements doivent faire des propositions de réflexion pour enrichir les discussions des comités qui seront mis en place. L'exercice requiert que jusqu'à fin janvier, ils présentent leurs propositions. Cette deuxième phase sera donc consacrée à la finalisation des travaux relatifs au code électoral. Nous abordons cette nouvelle phase dans le même esprit d'ouverture et de dialogue constructif pour la définition des règles devant régir l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly n'a pas manqué de souligner la ferme volonté du chef de l'État Alassane Ouattara de maintenir un climat de paix tout le long du processus. Il appartient à chacun des acteurs ciblés d'y participer activement, sans passion, dans un esprit d'ouverture, par des propositions donc constructives. Prochain invité à cette table du dialogue politique, la société civile. 2020, année électorale, année aussi de grands défis pour le Conseil constitutionnel qui se dit d'ailleurs prêt à réussir sa mission. Le Conseil constitutionnel devra cette année jouer pleinement son rôle de régulateur. Sidonie Davila. 2019, une année relativement calme, une année excellente pour le Conseil constitutionnel. C'est en ces termes que le président de l'institution a résumé l'année écoulée. Notre institution a été saisie d'un certain nombre de requêtes en lien avec les préoccupations soulevées par l'interprétation des différentes dispositions légales, nouvelles ou déjà en vigueur. Toutes ces saisines ont été examinées et ont fait l'objet de décisions rendues par la juridiction constitutionnelle.
Le souhait de Mamadou Koné est que l'accalmie de 2019 s'étende à 2020, l'année électorale. En effet, l'institution doit veiller à la régularité des principales élections, dont la présidentielle. Le président du Conseil constitutionnel veut garder intacte l'image de la juridiction. Pour cela, il veut compter sur tous ses collaborateurs. Les élections se passeront bien, n'en doutez pas. Le capitaine du navire Conseil constitutionnel que je suis n'abandonnera pas le navire. Je serai là et nous allons faire la traversée ensemble, sans aucun dommage. La tâche est certes considérable, en ce qu'il nous faudra sortir de ces élections dans la paix et l'union de tous les fils et filles de notre pays, la Côte d'Ivoire, mais elle n'est point insurmontable. Il suffira à chacun et à chacune d'entre nous de continuer de faire preuve de détermination, de civisme et de sens de responsabilité dans l'exécution de la mission collective qui nous est dévolue. Une note d'espoir pour le personnel ainsi que pour les membres du Haut Conseil qui réaffirment leur totale disposition à relever les challenges liés aux futures échéances. Cette élection présidentielle en Côte d'Ivoire suscite tellement d'inquiétude et de peur que nous, au Conseil constitutionnel, nous devons demeurer sains, sereins et imperturbables. Nous prions celui qui choisit et établit toute autorité, j'ai nommé Dieu, de vous accorder la foi d'Abraham, la sagesse de Salomon, l'intelligence et l'habileté de David, afin qu'à la proclamation des résultats définitifs, personne n'ait à redire. En cette année électorale, le Conseil constitutionnel sera mis à contribution à l'occasion de la modification de la Constitution et du Code électoral. Et pour la bonne tenue du processus électoral, le RESAO, le réseau des structures électorales de l'Afrique de l'Ouest, s'allie à la Commission électorale indépendante. Une délégation du RESAO s'est entretenue ce jeudi avec le président Ibrahim Kuibière Koulibaly pour établir d'ailleurs les termes de sa contribution à la réalisation d'élections paisibles dans le pays. Le point avec Abdoulaye Koné. Le processus électoral en cours était au cœur d'une rencontre entre le RESAO, le réseau des commissions électorales de la CEDEAO, et la CEI. La délégation qui bénéficie du soutien d'un partenaire technique sud-coréen était porteuse d'un plan d'accompagnement pour un meilleur déroulement du scrutin présidentiel qui se tiendra en octobre. Nous sommes venus, comme d'habitude, appuyer la commission électorale, discuter avec le président de la commission électorale et les membres du bureau de comment le réseau peut contribuer à la réalisation des élections paisibles en Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, nous avons eu la chance d'être assistés de l'ancien président du réseau mondial des commissions électorales, qui est M. Kim, qui a fait le déplacement pour qu'on vienne discuter avec la CEI de l'appui que Econec peut apporter pendant ce processus électoral. Créé en 2008, le RESAO permet une mutualisation multiforme, celle du matériel électoral et des compétences dans la sous-région ouest-africaine. Notons aussi que le RESAO a déjà appuyé plusieurs commissions électorales en Afrique de l'Ouest. Le scrutin électoral en Côte d'Ivoire se prépare aussi sur le plan spirituel et pour cela, le président du COSIM a entrepris une tournée de sensibilisation dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans les régions du Cavali, du Guémon et du Tongpi. Il enseigne la paix et la cohésion sociale. Pargassoro Koné. Le président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, dans les régions du Cavali, du Guémon et du Tongpi à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et c'est la place Alassane Ouattara de tout le Pleu qui a constitué la première étape de la grande tournée du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Objectif de cette tournée de sensibilisation, rencontrer et échanger avec les autorités administratives, religieuses et la communauté musulmane de ces différentes localités sur les valeurs de paix, de cohésion, de tolérance et d'amour. Que désormais, des combats qui sont faits au nom de la religion disparaissent. Les combats qui sont faits au nom de l'ethnie, de la race disparaissent. Ne faisons pas de nos villages des poudrières.
Et n'acceptons pas que nos villages deviennent des poudrières, car les conséquences peuvent être graves. Et quand il y a la guerre, on est obligé de partir et laisser ses biens. Aucune activité de développement ne peut être menée s'il n'y a pas l'entente, s'il n'y a pas le calme. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, et au nom de Dieu, nous devons tous travailler pour la paix et pour la sécurité. Comme à tout le plus, autorités administratives, chefs traditionnels et communautés musulmanes des villes de Blolequin et de Guiglo dans la région du Cavali ont également reçu du message de tolérance et d'amour du président du COSIM. Message salué par les populations et les guides des autres confessions religieuses. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Quand la religion sœur, qui est la religion musulmane, vient pour parler de paix, pour prêcher la paix, il est de notre devoir, en tant que chrétiens, nous devons donc apporter notre soutien pour que cette mission réussisse. Depuis que nous sommes revenus de la crise, nous allons dans les hameaux pour prononcer la paix à tout le monde. C'est effectivement une mission parmi tant d'autres qu'ils viennent de nous donner. Nous allons prêcher la paix, prêcher la cohésion pour parler véritablement de la non-violence. Je ne sais pas quel Fofana a bien parlé. Donc nous tous, on souhaite la paix entre musulmans et chrétiens pour une bonne vie à Blolequin. Ce message me va droit au cœur et c'est effectivement ce que nous, la jeunesse, on doit faire. On doit vraiment s'associer à la cohésion sociale et surtout à la paix. Cette première étape de la grande tournée du guide suprême de la communauté musulmane à l'ouest de la Côte d'Ivoire a bénéficié du soutien des autorités administratives, des chefs traditionnels, des élus et cadres de la région. Population de Toulopleu, je voudrais, au nom de tous, traduire toutes nos reconnaissances au guide spirituel. Et nous serons à ses côtés afin que le message qu'il va délivrer, nous puissions le porter auprès de nos populations pour un vivre ensemble. Concernant le message que vous venez de passer, ça me va droit au cœur. Les Malinqués et les Dibla qui sont là, c'est depuis en 1936 qu'ils habitaient ici avec nous. Là aujourd'hui, nous sommes toujours en cohésion. Je voudrais vous rassurer ici que nous avons la volonté obstinée d'aller vers la paix et de vivre la paix. Et nous voulons ici vous rassurer que dans le département de Blolequin, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que la paix entre les communautés règne. Lorsque, il y a quelques années, l'ensemble des régions du Cavali, du Guémon et du Tonkoui ont connu diverses crises, les populations de Toulopleu n'ont pas suffi. Parce que la cohésion sociale, la préservation de la paix sociale, ça fait partie de leur ADN. Et c'est la raison pour laquelle je me réjouis de voir que le cheikh Bakary Fofana a choisi ce thème de la cohésion sociale et de la préservation sociale. Après le Cavali, les villes des régions du Guémon et du Tonkoui recevront la visite de l'homme des dieux. Échange de présents, prières et bénédictions pour la stabilité et pour des élections apaisées en 2020 ont également meublé cette première étape de la grande tournée du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire à l'ouest du pays. Et cette tournée qui a débuté hier, 8 janvier, prendra fin le 15 janvier prochain. Revenant sur ce drame, la découverte hier à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle de Paris du corps sans vie d'un adolescent dans le train d'atterrissage d'un avion de la compagnie Air France en provenance d'Abidjan. Et ici à Abidjan, les enquêtes sont en cours pour définir les causes de l'incident. Et ce jeudi, le ministre des Transports s'est rendu à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Et selon le ministre, l'individu aurait franchi la clôture de l'aéroport avant de s'accrocher au train d'atterrissage de l'avion peu avant le décollage. Des mesures de sécurité sont annoncées. Je vous propose de suivre à présent les conclusions de la visite du ministre dans ce compte-rendu de Clément Bocco. Mercredi, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle de Paris, un corps sans vie est retrouvé dans le train d'atterrissage d'un avion de la compagnie Air France. L'appareil a décollé à partir d'Abidjan le mardi soir. Alerté, le ministre des Transports est à l'aéroport ce jour pour connaître les causes de l'incident. Il ne s'agit pas d'un personnel autorisé à travailler sur l'aéroport. Les vérifications ont été faites. Il n'a pas été non plus possible que l'individu en question ait eu accès à la piste de l'aéroport en passant par des voies normales, qui sont des voies d'accès contrôlées. Nous pensons que l'individu a eu accès à l'espace aéroportuaire en escaladant
donc le mur de la clôture autour de l'aéroport. Ensuite, c'est caché dans les espaces verts de l'aéroport et c'est agrippé au train d'atterrissage. Pour éviter que de tels actes ne surviennent, le ministre annonce plusieurs mesures pour assurer la sécurité aéroportuaire. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de zone d'ombre donc dans l'aéroport, surtout la nuit, qu'il n'y ait pas de zone d'ombre et que tous les vols donc, puissent être opérés avec le plus de sécurité possible. Il y a des travaux à réaliser encore au niveau des clôtures, environ sur 7 mètres. Ces travaux ont commencé à être faits donc, depuis ce matin. À côté de cela, nous avons décidé de procéder le plus rapidement possible au déguerpissement des populations autour de la zone aéroportuaire. Nous allons renforcer donc, les capacités de tous les agents de sécurité et de défense donc, sur l'aéroport d'Abidjan. En 2018, 94 cas similaires ont été enregistrés à travers le monde, dont une trentaine sur le continent américain, selon les autorités aéroportuaires. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny reste un des aéroports les plus sûrs du continent. Pour preuve, cet aéroport a passé récemment plusieurs certifications avec succès, en témoigne le ministre Amadou Koné. Un autre membre du gouvernement à l'œuvre pour élucider un problème, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, s'est rendu sur la station de Songon pour s'enquérir des causes des fréquentes perturbations constatées dans la production et la distribution d'eau potable. Lanciné Bakayoko. Composée de 15 forages, l'usine de production d'eau potable de Songon alimente plusieurs quartiers des communes d'Abobo, d'Anyama et de Songon. Près de 4 semaines que ces populations font face à un problème d'approvisionnement sous forme de baisse de pression et même de rupture intégrale de la fourniture de liquide précieux. On a eu des équipements au niveau de la salle de refoulement des groupes de reprise. On a des démarrages progressifs qui ont pris un coup. Quelquefois, les problèmes d'arrêt de l'usine sont dus aux problèmes d'électricité. Des problèmes de stabilisation du réseau électrique, mais également des désagréments liés aux emprises des plantations d'EVA et dans une certaine mesure à la trop grande proximité des villages. Ces forages-là ont tendance à être gênés dans leur fonctionnement par l'environnement. Il y a aussi le problème de l'occupation du champ captant. Fort de son profil de spécialiste des questions d'eau et de ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba affiche sa détermination à résoudre ce problème de desserte d'eau potable. Au plan technique, il s'agit de renforcer le contrôle en optimisant les exploitations hydrauliques et au niveau administratif de remplir les obligations de l'État vis-à-vis des communautés locales. Le problème d'indemnisation des populations qui ont donné leurs terres et tout cela, il y a des mécontentements et nous adressons aussi ce dossier de telle sorte que très rapidement des dispositions soient prises pour pouvoir les dédommager, pour que leur comportement ou leur mécontentement n'impacte pas le fonctionnement de l'usine. L'usine d'eau de Songon a été mise en service en 2015 pour un investissement global de 30 milliards de francs CFA. Sa production est de 46 000 m3 jour. 2020 n'est pas qu'une année électorale, elle est aussi une année fiscale. L'annexe fiscale à la loi des finances est en vigueur depuis le 2 janvier dernier. Elle comporte de nouvelles dispositions. Il s'agit notamment d'exonération de taxes, de suspension de taxes, d'augmentation de taux d'imposition, de suspension et de création de nouvelles taxes, de précision et d'amélioration de modalités de gestion de l'impôt, des mesures d'accompagnement qui ne sont pas du goût des acteurs du secteur privé et du public. Les explications de Cheikh Koné. Petite déception pour le secteur privé lors de la présentation de l'annexe fiscale 2020 organisée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et un cabinet privé. C'était le mardi 7 janvier dernier. L'annexe fiscale 2020, attendue comme l'annexe de transition avant la grande réforme fiscale, est loin de satisfaire l'ensemble des acteurs du secteur privé. Que cette annexe fiscale ne présente pas de mesures très fortes, puisque, comme vous avez vu la présentation, il n'y a pas de baisse, je dirais, importante
des charges fiscales de l'entreprise en termes de taux. Par ailleurs, en ce qui concerne l'élargissement de l'assiette fiscale, il y a eu des efforts qui ont été faits en matière d'élargissement de l'assiette fiscale. Au nombre de ces efforts, on peut citer la mesure d'amnistie fiscale pour les PME, une mesure qui annule tous les impôts et taxes dus au titre des périodes antérieures à l'établissement de la DFE, entendez, la déclaration fiscale d'existence. En d'autres termes, les PME qui se déclarent avant le mois d'avril 2020 bénéficient d'une amnistie fiscale pour leurs activités passées. Outre cette mesure, il y a celle relative à la suspension de l'impôt minimum forfaitaire, IMF, jusqu'au 31 décembre 2020. Là où le secteur privé s'attendait à une suppression pure et simple. Il ne coûtait rien au gouvernement de dire on supprime. Mais on dit on suspend parce qu'il y a des travaux qui sont en cours qui n'ont pas encore abouti. Alors, et là, je ne comprends pas. Du coup, on en fait un véritable problème. Alors, qu'en aurait-il été si on avait supprimé? Là, on est à la suspension et on vous a expliqué les motifs. On vous a expliqué les motifs pour dire qu'il y a des réformes qui sont en cours. On réfléchit ensemble et on voit comment on peut trouver un système de taxation qui réponde aux aspirations des uns et des autres sans dénaturer la fiscalité du pays. Sié Ouattara, devant les journalistes, a affirmé que cette annexe est porteuse d'espoir, bien qu'elle ait pris en compte toutes les préoccupations du secteur privé. C'est le genre de débat intellectuel très intéressant. On aurait pu faire mieux. À ma qualité de directeur général des impôts, je ne me satisfais jamais de ce qu'on a fait. Donc je dis également qu'on aurait pu faire mieux et on va continuer toujours à faire mieux. En gros, l'année fiscale 2020, forte de 28 mesures, contient beaucoup de dispositions complémentaires au Code des investissements à travers plusieurs secteurs qui bénéficient d'exonérations fiscales de droits communs, notamment l'industrie pharmaceutique et la transformation agricole. Elle a particulièrement mis l'accent sur le renforcement des moyens en matière de lutte contre la fraude fiscale. Pour l'exercice budgétaire 2020, les objectifs de recettes fiscales sont fixés à 3 940 milliards de francs CFA, dont 2 570 milliards de francs CFA. Pour la fiscalité intérieure, le taux de pression fiscale de l'ordre de 17%, lui, continue d'être en deçà du seuil communautaire de 20%. Parlons à présent de perspectives de développement. Dans la commune d'Abobo, le maire Ahmed Bakayoko présente les grands projets à réaliser en 2020 dans sa commune. Un plan de développement que nous rapporte ce soir Abou Sanogo. Cela fait exactement 1 an et 1 mois que Ahmed Bakayoko a été installé à la tête de la mairie d'Abobo. Et déjà, plusieurs actes ont été posés et plusieurs actions entreprises, notamment le rechargement, le reprofilage, le bitumage et la construction de nouvelles voies, le renforcement de l'éclairage public, l'extension du réseau électrique aux quartiers qui en étaient dépourvus, le renforcement des capacités de formation sanitaire de proximité en matériel et personnel qualifié. Pour toutes ces actions, les populations d'Abobo et les personnels de la mairie ont tenu à lui exprimer leur gratitude et leur reconnaissance. Grâce à votre leadership, Abobo est en train de redorer son blason pour devenir en quelques mois seulement une commune qui plaît, une commune qui compte véritablement. En retour, le maire de la commune d'Abobo a rassuré les populations de l'engagement du président de la République et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Il a également annoncé de grands projets pour Abobo. La santé sera renforcée puisque le 2e CHU va rentrer, si ce n'est pas déjà fait, en rénovation. Et le CHU moderne d'Abobo, les travaux vont démarrer. Il y a également le lycée d'excellence qui va être construit. Je vais m'attacher sérieusement à la question de la sécurité. Nous allons venir avec le ministre de la promotion de la jeunesse, donner des chèques à 1000 jeunes. Point total de 500 millions. Autres actions posées par le maire de la commune d'Abobo, l'attribution d'aide aux associations et aux ONG et l'extension de la liste des bénéficiaires des filets sociaux au profit de plusieurs familles de la commune d'Abobo. Action au profit des femmes, la République populaire de Chine s'engage pour l'autonomisation de la femme rurale. Dans le département de Bandoukou, 300 femmes de l'ONG Adiacha, qui signifie le jour se lève en langue abron, ont reçu du matériel agricole et des semences. Hermance Dirignon et Jean-Marc Djadji. La femme rurale de Tabagne se rend au champ. Ensuite, elle revient avec ses produits,
Pour la commercialisation, enfin, la femme de Tabagne, belle et heureuse de profiter du fruit de son travail. C'est par cette image que les membres de l'ONG Adia Tchan en langue bron, le jour s'est levé, sont venus dire merci au gouvernement et à la République populaire de Chine pour le don matériel agricole et de semences. Notre objectif principal est de lutter contre la pauvreté féminine en milieu rural par la formation et la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus. Pour ces grands gestes pleins de bonté et d'humanisme, la femme du monde rural des villages de la sous-préfecture de Tabagne, par ma voix, vous dit merci. D'une valeur d'environ 12 millions de francs CFA, ces équipements sont composés entre autres de tricycles, d'arrosoirs, de produits phytosanitaires, de brouettes et de semences. Nous souhaitons à travers ce projet que les femmes rurales bénéficiaires puissent mieux se prendre en charge dans la production agricole et y contribuer davantage au développement socio-économique. Cette action qui s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement vise à lutter contre l'extrême pauvreté des femmes issues du milieu rural. Le groupement Adia Tchan a été retenu pour son sérieux et pour son dynamisme. Je voudrais vous encourager à continuer dans cette voie parce que c'est seulement le travail qui paye. À travers ce don, la Chine entend accompagner le gouvernement dans son programme social pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. 1 million de francs CFA a été offert par la ministre Mariatou Koné. Et pour savoir davantage ce qu'est l'autonomisation de la femme, 151 associations et fédérations féminines dans la région du Gand ont été entretenues par la secrétaire d'État chargée du pôle autonomisation de la femme, Miss Belmondo Dogo. Elle a présenté à ces femmes la politique gouvernementale en faveur de leur autonomisation, une politique qui engage le gouvernement à accompagner les femmes dans la réalisation des activités génératrices de revenus. Mamadou Kwasi. Dans la région du Gor, nombreuses sont ces femmes qui œuvrent au quotidien pour se prendre en charge, organisées souvent en coopérative ou individuellement. Ces femmes ne manquent pas d'initiative et de volonté pour mener des activités génératrices de revenus. C'est le cas des femmes de Digonifla, spécialisées dans la fabrique traditionnelle de savon parfumé. Il y a savon à base de carottes, savon à base d'avocat, à base de lait de vache. Tout ça là on le fait à la main. C'est pour cela que nous demandons un soutien pour pouvoir augmenter nos capacités. Avant, on chargeait pour se promener. Avec l'âge, on ne peut plus. Donc, on demande à ce que les autorités viennent nous aider, à nous envoyer au moins des tricycles pour pouvoir se promener, puisque charger, on ne peut plus. Le message de ces femmes est bien compris par la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes. Une rencontre dans la ville de Gagnoua a permis à Miss Belmondo Dogo de présenter à ces femmes réunies en association et en coopérative la politique du gouvernement en matière d'autonomisation de la femme. En plus, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes a informé les femmes du Gor de l'appui financier et matériel du gouvernement dans la réalisation de divers projets générateurs de revenus. Pour me faciliter la tâche, il serait bon que le DR ici présent puisse avoir des projets. Vous êtes déjà toutes constituées en fédération, en coopérative, c'est déjà un pas pour le secrétariat d'État. Le second volet, ce sont les projets. Il faudrait que les associations puissent avoir des projets. À titre individuel, on peut le faire, mais le secrétariat d'État fait des projets de coopératives, de fédérations et d'associations une priorité. Pour cette rencontre, les membres des 151 associations et fédérations féminines ont promis de faire plus pour accompagner la politique de développement de la région. Mais déjà, elles comptent se mobiliser pour l'accueil du Premier ministre Amadou Koulibaly en visite à Gagnoua le samedi 11 janvier prochain. Une visite qu'elles comptent mettre à profit pour exprimer leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour le début de solutions à leurs préoccupations. Nous parlons de politique à présent. Ce début d'année, le RHDP fait le bilan de ses actions posées en 2019. Une réunion s'est tenue dans ce cadre hier au siège du parti. Les cadres délégués et élus du RHDP souhaitent en 2020 accroître les actions de mobilisation. Davis Soyo et Eric Corré. Le RHDP se prépare pour une présentation de vœux au président de la République en cette nouvelle année. Et pour réussir l'organisation, ce sont les coordonnateurs, les délégués, les élus et cadres du parti qui sont sollicités pour le succès de cet événement. La réunion a permis non seulement d'informer les responsables qui sont venus, mais surtout de voir un peu les activités à court terme. Et l'activité à court terme, c'est la présentation de vœux au président du RHDP, donc qui sera organisée. En plus de saluer, de présenter nos vœux,
Il s'agit maintenant comment animer au quotidien le RHDP dans nos villages, dans nos campements, à travers les secteurs et les zones. Au cours de l'année 2019, le parti des oufouettistes a eu à mener plusieurs actions contribuant à son implantation sur toute l'étendue du territoire. Adama Bictogo, directeur exécutif du parti, revient sur ce bilan. La mise en place du RHDP par un congrès extraordinaire historique au stade Félix Houphouët-Boigny le 25 janvier. Il y a eu la mise en place des coordinations régionales, sous-préfectorales, communales, départementales. Il y a eu la mise en place des instances, le conseil politique, le conseil national, le bureau politique, de la matrice d'action qui a été proposée au président du parti et qui a été validée par lui. Nous avons atteint nos objectifs mieux. Alors que nous pensions implanter le parti sur toute l'étendue du pays au mois de février-mars 2020, nous l'avons réalisé 3 mois avant. C'est au mois d'octobre prochain que l'élection présidentielle aura lieu en Côte d'Ivoire. Avant cette date, le RHDP galvanise ses troupes. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Kolo Koulibaly vous présentera demain à 23h une autre édition. Et je vous retrouve lundi. D'ici là, portez-vous bien.